Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue au comptoir du marché. Nous sommes ici au Bouscat pour ce premier webinaire, oui, ce séminaire sur le web en ligne avec vous tous pour vous faire une conférence, un séminaire sur le rebond. Ça, c'est un thème déterminé pour ce Rugby Business Club de 2020. Et oui, parce que vous le savez, à cause du Covid, du confinement, nous n'avons pas pu organiser, comme d'habitude, des repas, des déjeuners au restaurant du Stade Bordelais, là où se déroule habituellement depuis 2 ans le Stade Bordelais Rugby Business Club. Jean-Stéphane Cantero est ici à ma droite. Je vais juste vous présenter, avant de lui laisser la parole, présenter les 3 invités qui seront avec nous pendant cette heure-ci. On a tout d'abord honneur à Madame Asna Ferreira. Bonsoir. Tout va bien, Asna ? Bon, Asna, vous la connaissez peut-être parce qu'elle fait partie de la promo 2012 de Masterchef, et peut-être que si vous êtes fan de chocolat, vous la connaissez aussi parce qu'Asna, il y a un petit peu de fabrication de chocolat depuis quelques années à Bordeaux maintenant. Hein. Chocofévie, avec 2 boutiques, je crois. Bon, on va en parler, parce qu'évidemment, rebond économique et les fêtes à venir, et vous êtes gourmand, donc forcément, on va en parler avec Asna tout à l'heure. Et puis nous avons 2 joueurs professionnels qui sont avec nous. Honneur à celui qui vient de plus loin, celui qui est à Paris actuellement, c'est Maxime Machenaud. Salut Maxime. Bonsoir à tout le monde. Maxime qui a passé une journée très très longue, c'était journée complète aujourd'hui au Plessis-Robinson à s'entraîner en vue du match de Coupe d'Europe de dimanche. Ça s'est passé comment ? Ça fait un temps pourri comme aujourd'hui, beaucoup de pluie comme à Bordeaux ou pas ? Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Exactement les mêmes conditions que samedi à Bordeaux, donc malheureusement c'est comme ça, il faut s'habituer. On rentre dans la période un peu hivernale où les matchs vont être comme ça, même si ce week-end on a la chance de jouer chez nous à l'Arena où on aura des conditions optimales. Et oui, c'est le luxe maintenant, en conditions hivernales, on joue au sec. On reviendra tout à l'heure sur le match justement de samedi, on y reviendra aussi avec Rémi Lamera, qui est là aussi. Comment ça va Rémi ? Où est-ce que tu es déjà ? On rappelle que c'est le centre de l'Union Bordeaux-Bègles. Rémi qui a joué contre Maxime samedi à Chaban. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. À la maison j'imagine ? Ouais, à la maison. Alors, nous, on s'entraîne un peu moins que le Racing. C'est pour ça que sauf on n'avait que la matinée d'entraînement puisqu'on a notre match de Coupe d'Europe vendredi soir. Donc, une semaine un petit peu plus courte et simplement la matinée d'entraînement. Ouais, et match en Angleterre en plus à Northampton. On y reviendra, on rentrera dans le détail de ce rebond, de ce thème de la résilience en ce moment qui nous préoccupe en cette année 2020. Mais tout d'abord, la parole à Jean-Stéphane Cantero qui organise ce webinaire ici auquel vous assistez. Bonjour, merci Nicolas pour la transition. Merci beaucoup. Déjà, je vais commencer par les remerciements. Je vais remercier le Rugby Business Club et tous les membres bénévoles qui ont permis la réalisation de ce webinaire et tous les partenaires. On y reviendra à la fin. Ellipse Événements, le groupe E2V et bien sûr le comptoir du marché de nous accueillir aujourd'hui. Donc juste 2 mots avant que la discussion ne démarre. Le Rugby Business Club, c'est une aventure qui a démarré il y a 3 ans, qu'on a créée avec Pierre Castelli, qui est le président du Stade Bordelais Rugby. On avait une ambition forte qui était d'aider le plus possible le club, donc de trouver des financements pour que nos enfants puissent apprendre le rugby dans les meilleures conditions. Donc le Rugby Business Club a pour vocation de pouvoir financer les ballons, les maillots, les bus pour les matchs du samedi. Donc on a créé ce Rugby Business Club. On compte aujourd'hui 70 membres actifs et on se réunit depuis 3 ans à peu près entre 5 et 6 fois par an pour créer des échanges entre des chefs d'entreprise, des professions indépendantes et souvent sur des thématiques, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir comme invité Nicolas Escudé et d'autres grands champions. Malheureusement, la crise actuelle qu'on connaît tous fait qu'on ne peut plus se réunir physiquement, malheureusement. Et donc, on a eu l'idée avec le bureau du Rugby Business Club de créer ce webinaire. D'abord, pour garder le lien avec nos adhérents, pour également avoir la chance de recruter de nouveaux adhérents. Vous aurez l'adresse mail qui va apparaître et vous pourrez nous contacter pour qu'on puisse vous expliquer et échanger avec vous sur ce club économique. Et on voulait aussi enfin, et c'est la vocation du club économique, être en phase malheureusement avec ce qui se passe et la situation qu'on connaît actuellement en France, en Europe et partout dans le monde. Et donc
travailler sur un thème plutôt sérieux en associant l'ADN du club, qu'est le rugby, et le monde économique, comme le disait Nicolas, sur cette notion de rebond. Et en rugby, la notion de rebond prend tout son sens parce qu'il est complètement imprévisible et non anticipable. Et de voir comment est-ce que dans des conditions économiques telles que nous les connaissons, comment est-ce qu'on peut rebondir malgré cette crise. On l'a subi, on voulait un message hyper positif sur la manière dont les entreprises peuvent s'organiser, peuvent, saisir cette opportunité malheureusement compliquée pour avancer, parce qu'il faut continuer à avancer, c'est comme en rugby, il faut continuer à avancer quoi qu'il en coûte, et d'où ce webinaire, cette grande première pour nous. Je souligne juste que le Rugby Business Club est attaché au Stade Bordelais, qui est un club amateur, et que cette innovation va dans le sens du rugby moderne, et qu'on est très content d'être un des premiers clubs amateurs à faire ce type d'événement qu'on espère reconduire, mais on espère aussi rencontrer nos membres physiquement autour des déjeuners plutôt sympas qu'on met en place. Merci Jean-Stéphane. Allez, on rentre dans le dur maintenant. Mais à tout à l'heure, oui, bien sûr. Avec Asna, tiens, on va parler rugby, Asna. Il y a tous les postes pour le rugby. On pense à Maxime qui est numéro 9. Il y a de la place pour les premières lignes, pour des grands, pour les deuxièmes lignes, etc. Justement, Maxime, Rémi, on va se tourner vers vous pour clore un sujet qui nous a occupé pas mal ce week-end. C'est le match entre vous deux. Donc ce match un peu pourri, honnêtement, quand on est spectateur d'un match aussi fermé que celui-là, on s'embête un petit peu. Tiens, la parole au vainqueur tout d'abord, Maxime. Sur le terrain, on se demandait, c'est pareil pour toi? Tu t'embêtes un petit peu? Tu préférais le rugby plus... Ou alors la victoire est plus importante que tout? On s'habitue énormément à notre arena. Tout le monde, je pense, dans des conditions comme ça, nous envie un peu de cette arena. Et forcément, malheureusement, il faut les jouer ces matchs. On sait que ça montre aussi le caractère d'une équipe, qu'il faut savoir jouer plusieurs rugby. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a été patient, on a eu peu d'opportunités, mais on a réussi à la mettre au fond à la fin, et ça a été un match serré. Ça nous a souri ce week-end-là, en tout cas. Rémi, toi, ce match-là, tu l'as vécu évidemment plus difficilement, surtout sur la fin. Alors moi, j'ai eu la chance de commenter le match et donc d'assister à la conférence de presse d'après-match de Christophe Furios au stade. Il était extrêmement dur, mais vraiment très dur, en disant que la défaite était méritée, alors qu'honnêtement, quand on regarde le match, on se dit que c'est plutôt équilibré. Ça se joue sur un petit trait de génie de Teddy Thomas, un essai. Est-ce que toi, tu es plutôt d'accord pour dire que le match était vraiment très équilibré, ça s'est joué à rien, ou tu es plutôt comme Christophe Furios qui disait tout simplement que le Racing avait mérité franchement sa victoire? Mais disons que quand on a un coach comme Christophe Furios, il vaut mieux être d'accord avec lui, si tu veux. Donc, ah oui. Je suis plutôt d'accord. Non, sans plaisanter, je partage son avis dans le sens où je ne nous ai jamais vraiment senti en mesure de faire basculer le match. Chose qu'a su faire le Racing. Alors certes, sur une action, mais c'est une action qui a bénéficié de toute une grosse construction, d'un gros travail d'avant, d'un gros travail de défense notamment. Et effectivement, sur ce match, il le mérite amplement. Après, c'est sûr que ce que disait Maxime, je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils ont tous les week-ends à domicile la chance de jouer dans une salle qui permet des conditions exceptionnelles, mais ils sont aussi capables de produire un rugby efficace, moins spectaculaire, mais conquérant à l'extérieur avec des stades ouverts et sous la pluie. Donc c'est là où on a peut-être à prendre des grandes équipes. Exactement. On va continuer avec vous de parler de rebond par rapport notamment à tous les aléas de votre carrière, parce que vous n'êtes plus des jeuneaux maintenant, vous avez déjà vécu pas mal de choses et vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire, mais on va revenir avec Astin maintenant sur cette année pourrie également au niveau économique. Alors toi, 2 boutiques de chocolat à Bordeaux. Comment ça s'est passé, notamment le premier arrêt à partir du 17 mars, le premier confinement? C'est simple. À l'annonce du premier confinement, il y a eu le coup de massue pour moi parce que c'était juste avant Pâques. Et ce qu'il faut savoir, un chocolatier anticipe une saison. On ne peut pas, comme le sport, on ne peut pas se lancer dans Pâques ou Noël juste comme ça. Il a fallu préparer les sujets, tout était travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du stock, il y avait aussi plein de réalisations qui étaient faites et prêtes à être vendues. Exactement, donc ce sont non seulement des matières premières immobilisées, mais aussi du temps de travail qu'on ne peut plus supprimer. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce sont aussi des produits très fragiles qu'on ne peut même pas envoyer par la poste. Donc on ne peut même pas faire travailler comme il faut notre site internet.
ce qu'on s'est dit, on va jouer les choses autrement. Si les gens ne peuvent pas venir chez nous, c'est le produit qui va venir chez eux, peu importe ce qui va se passer. Donc en une semaine, on s'est dispatché 60 km autour de Bordeaux en faisant un zoning. Tu dis vous êtes combien à travailler sur les 2 boutiques? Alors, combien de personnes sont avec toi? Alors on est 10 au total, 12 quand c'est la forte saison. Mais là, ça a été l'idée de mon époux, c'était de se dire on va livrer, mais gratuitement. On livre nous-mêmes. Donc on a fait 3000 km sur une semaine. Donc comme j'ai dit, 60 km autour de Bordeaux, et cela gratuitement. Donc c'est-à-dire vous commandez une tablette, on vous livre gratuitement, même si c'est au Cap Ferré. Oh. Ce qui veut dire fidéliser les clients, ceux qui nous connaissent déjà, gagner une clientèle qui ne nous connaît pas. Et puis franchement, ça a tellement touché les gens qu'il y en a qui pleuraient des fois parce que je sortais du labo, je livrais. Il y en a qui ont pleuré parce que j'ai livré en main propre. C'était extraordinaire. Ouais, parce qu'il y avait deux écoles, entre guillemets. Il y avait, soit on arrête, oui. On remet en stock, on fout peut-être. Tout à fait. Ou alors, on est prêt à perdre peut-être un petit peu, notamment en frais kilométriques, etc. On perd la marge. Pour moi, je n'ai pas perdu. Pour moi, j'ai gagné déjà une autre clientèle, parce que depuis, on a gagné énormément de clientèle qui n'osait peut-être pas venir, parce qu'elle ne connaissait pas nos chocolats. Et je n'ai pas perdu le temps de travail, je n'ai pas perdu le moral des équipes. C'est hyper important de voir... Déjà, les gens, quand ils recevaient, ils prenaient en photo, donc ça relayait une communication, ça fédérait, et on a tout à gagner. Première leçon, l'adaptation, effectivement, et cette prise de risque. Maxime, comment tu l'as vécu, toi, ce premier confinement? Alors, on revient au mois de mars, quand tout s'est arrêté, pour la peine, on ne pouvait plus jouer. Tu étais où et qu'est-ce que tu as fait également? Oui, on avait joué le week-end précédent contre La Rochelle, on avait fait un 49-0, donc on était dans une période très, très bonne avec le club. Et forcément, ça a été un coup d'arrêt. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on allait rejouer rapidement, si la saison allait se finir. Donc, on était dans le flou complètement. Après, on s'inquiétait. Le plus important, comme tout le monde, c'était la santé de tout le monde. Et le sportif est passé au bout de 2-3 semaines, un peu après, et c'était la santé des gens. Donc, on a respecté ce qu'on nous disait. Et on était quand même déçus après qu'on a su que la saison n'allait pas se finir. On était, je pense, aussi déçus que Bordeaux parce qu'ils s'étaient très bien placés. Mais voilà, il y avait des choses beaucoup plus graves que le sport. On essayait de relativiser aussi et se projeter un peu sur ce qui allait se passer après. Rémi, toi, tu étais à Bordeaux à ce moment-là. Maison, jardin, ça allait? Ce premier confinement, tu l'as vécu comment, toi, très concrètement? Oui, à la maison, en famille. Pour être honnête, je l'ai plutôt bien vécu parce que une fois la déception et la frustration évacuées, j'en ai profité pour vraiment passer du bon temps auprès des miens, même si on était limité un petit peu dans les liens sociaux, etc. De passer du temps en famille avec un petit garçon en bas âge, ça m'a permis de ressourcer un peu et de recharger les batteries. Voilà. Et puis nous, on n'avait pas la très bonne solution d'Asna d'aller chez les gens, puisque organiser un match de rugby dans les salons des supporters, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Tiens, on va tout de suite évacuer, parce que j'ai l'impression que c'était il y a 3 ans ce premier confinement, alors qu'en fait c'était il y a pas si longtemps, il y a 6 mois. Je me souviens, au mois de mars ou même au mois d'avril, on a commencé à avoir des débats sur les salaires des joueurs professionnels de football, de rugby. Il y a eu des petites baisses, il y a eu des aménagements. Comment ça s'est passé au Racing d'abord, Maxime? Oui, il y a eu des discussions. Le président, déjà, n'a pas voulu de suite baisser les salaires. Il voulait voir où ça allait si ça allait prolonger, si ça allait durer, cet arrêt. Et forcément, après, il ne nous a pas imposé de baisse de salaire. C'est ce qui est... Voilà, on a la chance d'être dans un club avec beaucoup de moyens. On a une chance, ça c'est une certitude. Et voilà, il ne nous a pas imposé, mais nous, les joueurs, on s'est réunis parce qu'il nous semblait logique, tous les clubs baissaient leur salaire, et il nous semblait logique de trouver un compromis par rapport aux difficultés financières que le rugby en général surtout subissait, que l'économie mondiale aussi. On trouvait ça logique de faire un effort nous aussi de notre côté. Donc ça a été des discussions, mais il n'y a eu aucun malaise entre les joueurs, entre le groupe, et tout le monde on a été solidaires de ce côté-là. Et c'était important de trouver. Ouais, une certaine solidarité. Rémi, que s'est-il passé à l'UBB? Attendez, on fait attention quand même parce qu'il y a peut-être le président Marty qui est connecté. Alors attention, on parle économie. Rémi, attention à ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une certaine solidarité aussi au niveau de l'UBB? Petit salaire baissé, comment ça s'est passé?
Non, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. C'est vrai que, comme le soulignait Maxime, le Racing est un club un petit peu à part. À Bordeaux, c'est un club qui repose un peu plus sur une économie réelle. Voilà, après, il faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre qu'un club qui n'a pas de rentrée d'argent de par la billetterie, de par le merchandising, de par les buvettes au stade, doit quand même payer des charges. Et donc, il était tout à fait normal que l'ensemble du club ait une réflexion collective sur une baisse de salaire. Donc, on a négocié avec Laurent de façon très, très transparente en essayant de protéger au maximum les salaires les plus bas, ce qu'on a réussi à faire. Et puis, on arrivait à une balance qui satisfaisait Laurent et qui lui a permis de l'aider un petit peu dans ses premiers mois de complications. Merci Rémi. On va se tourner vers Asna maintenant, parce qu'au niveau économique, toi aussi, il y a eu des questions qui ont dû se poser. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 10 personnes qui travaillaient. Il y a eu du chômage partiel. Comment ça s'est passé pour toi? Si j'intègre le comptoir à mousse au chocolat au Hall de Bacalan, il y a 3 personnes de plus. C'est vrai que ma première inquiétude, c'était je n'ai pas vraiment envie de perdre qui que ce soit dans cette entreprise. J'adore mon équipe, on est vraiment très soudés. Et même si on se dit oui, si on se sépare pour un moment, les récupérer après, je n'ai pas du tout envie d'envisager cette option-là. Donc il fallait tout faire de notre mieux pour pouvoir éviter ça. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est de recruter des saisonniers. D'habitude, on recrute 2 personnes, 3 personnes pour les fêtes. Là, pour Noël. Pour les fêtes de Noël maintenant. Oui, parce qu'il y a eu le deuxième confinement. Ah ouais. Et on commençait à faire des entretiens pour recruter. Et là, l'annonce du deuxième confinement, on s'est dit non, on ne va pas pouvoir parce que trop d'instabilité, trop de méconnus, quoi. On y reviendra tout à l'heure sur le deuxième confinement. Enfin, je dis deuxième, ça induit un troisième. On va dire le second confinement. Le dernier. C'est ça, c'est peut-être le dernier confinement. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez de quoi? Vous avez cette petite barre sur le côté. Posez vos questions. Simon, qui est notre modérateur professionnel, est là pour nous les faire parvenir. Et la première question, justement, elle concerne le rebond après la blessure. Alors là, on peut en parler avec nos 2 invités, nos 2 rugbymen professionnels, hein, Rémi et Max. Comme la question est plus pour Max, on va commencer par toi, Maxime. Donc toi, on peut parler en termes de blessure d'une année 2018 plutôt dure, 2019 aussi, et ça concerne les croisés au niveau des genoux. C'était ta première grosse blessure sérieuse en 2018? Non, j'en ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai eu des fractures aussi au lombaire, aux vertèbres, donc forcément, voilà, ça arrive. Malheureusement, je pense que tout sportif connaît dans sa carrière malheureusement une blessure, une grosse blessure, et Rémi pourra en témoigner aussi. Mais c'est quelque chose moi j'ai essayé de prendre le bon côté des choses, que c'est quelque chose qui forge, quelque chose qui permet de penser à autre chose, de voir la vie différemment aussi, de profiter des siens aussi, parce que quand on est une famille, c'est des moments où on voit les choses différemment. Donc j'ai essayé de prendre le côté positif, même si c'est un coup d'arrêt, hein. J'avais comme objectif la Coupe du Monde 2019, qui était vraiment en tête depuis que j'avais loupé celle de 2015. Et voilà, je m'étais fixé ça comme objectif. Malgré cette grosse blessure, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Et donc, c'est une grosse victoire. Mais je me dis que dans les blessures, il n'y a jamais de hasard aussi. Ça n'arrive jamais par hasard. Donc, voilà, j'ai essayé de prendre les bons côtés d'une blessure, même si il y a des mauvais côtés aussi. Maxime, quand tu dis ça n'arrive pas par hasard, est-ce que c'est parce que tu estimes que la blessure est arrivée, parce que tu en avais fait trop avant? Peut-être que c'est ça le raisonnement. Tu t'es surentraîné, tu avais forcé sur quelque chose? Je me dis que forcément, en fait, pour l'anecdote, c'est vrai que j'avais joué la demi-finale de Coupe d'Europe à Bordeaux contre le Munster, le week-end précédent cette blessure. Donc, on avait fait un très bon match, on était qualifié pour la finale. Et donc, les entraîneurs m'ont dit le week-end d'après, on te met au repos, enfin, on te met dans le groupe quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui s'arrive. C'est un match encore à Bordeaux de championnat. Donc, ils me disent, voilà, on te met dans le groupe, mais c'est sûr que tu ne vas pas rentrer. Donc, je dis, bon, ok, si je ne rentre pas, je vais me reposer. Enfin. Et malheureusement, le demi-mêlée Teddy Ribaren se prend une commotion. Donc là, obligé de rentrer sur le terrain. Alors, je n'étais pas forcément prêt à jouer. Et au bout de 10 minutes, le protocole commotion dure 10 minutes obligatoire. C'est obligatoire. Donc, je me dis, voilà, j'ai 10 minutes à tenir, il va revenir.
Et au bout de 8 minutes, moi, je me prends un petit coup, mais pas rien de mes très méchant. Et je demande à sortir. Il me dit non, il reste encore 2 minutes. Et c'est sur l'action d'après où je me blesse. Donc voilà, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard et que je n'étais pas préparé peut-être en conséquence pour jouer. Et voilà. Et c'est des leçons qu'on retient aussi. Et je me dis que peut-être dans ma tête, je n'étais pas prêt à jouer un match de rugby. Ah, effectivement. Rémi, toi, blessure également, toi, cas particulier, parce que tu as eu coup sur coup, au même genou, 2 fois les croisés. Donc l'histoire est un petit peu différente par rapport à Maxime. Tu te souviens de la première fois que tu t'es justement rompu le ligament croisé du genou? C'était un petit peu comme Maxime, c'était peut-être le match de trop? Oui, je m'en souviens très bien, même si ça remonte à longtemps. Mais à ce moment-là, je jouais pas beaucoup. J'étais plutôt jeune, au tout début de ma jeune carrière au Stade Toulousain, où je faisais partie d'un effectif. Il y avait énormément d'internationaux et nous, les jeunes, on prenait le relais un petit peu pendant ces périodes internationales où le club était dépouillé. Et effectivement, comme le dit Maxime, avec le recul, on se rend compte qu'il y a toujours une raison. Moi, elle était différente, c'est que j'étais pas, je me donnais pas les moyens d'être un joueur de haut niveau. Physiquement, mentalement, j'étais pas prêt à soutenir ce rythme-là. Et je sais que, voilà, notamment des grosses faiblesses au niveau des ischio-jambiers qui m'ont pas aidé à retenir mon genou à ce moment-là. Donc, il y a toujours une raison et on apprend toujours d'une grosse blessure. Et ensuite, la deuxième grosse blessure au même genou, c'est une rechute. C'est rare de se refaire le même croisé. Quel est le contexte? Comment ça s'est passé? Voilà, ça a été un peu plus compliqué. Mais le contexte, il est que je reprends au bout de 7 mois, après une grosse rééducation où j'avais l'impression de m'être bien remis dans le sens de la route. Beaucoup de travail dans son coin, hein, beaucoup d'échanges avec le staff médical et puis enfin le feu vert au bout de 7 mois. Et on part jouer à Bordeaux, justement, avec le Castres Olympique. Et j'avais changé de club entre-temps. Et, Bordeaux, sur le stade où je m'entraîne aujourd'hui au quotidien. Donc, je suis un petit peu sado. Et puis là, c'est plus un fait de jeu où mon genou est en porte-à-faux entre un plaqueur et un soutien. Donc, bon, là, je pense que j'y pouvais pas grand-chose. Mais ça m'a permis quand même d'apprendre aussi. Et puis, j'ai pris beaucoup plus de temps derrière. J'ai quasiment pris 1 année derrière de rééducation avant d'enfin revenir sur le terrain. Et Rémi, depuis tout à l'heure, je crève d'envie de te demander les bouteilles derrière de vin, là. Qu'est-ce qu'il y a comme vin? C'est que du Bordeaux, il y a des côtes d'Auvergne. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi les meilleures bouteilles de ta cave. C'est pour être d'accord avec votre. Ben, bien sûr. Avec Asna, j'ai vu que vous aviez de belles bouteilles derrière, donc ouais. T'as quoi? Donne-moi quelques bonnes étiquettes. Non, il y a un peu de tout. Je suis pas trop buveur d'étiquettes. J'aime beaucoup les copains les jeunes générations de vignerons qui travaillent un petit peu différemment, qui font pas meilleur, mais qui font un peu plus original, voilà, avec des petites découvertes, des cépages différents, des techniques de vinification différentes. Il y a quelques étiquettes aussi pour la naissance de mon fils, mais celle-là, je lui Quelle année? s'il est sage. C'est quelle année la naissance du petit? 2018, donc j'ai été gâté. Très bien. Bon, Asna, c'est pareil, en termes de chocolat, ouais, je passe du coq à l'âne. J'ai remarqué la transition un peu grossière, mais bon, le vin, il y a des cépages. En chocolat, c'est pareil, il y a 150 chocolats différents. Comment ça se passe? Quelle est la richesse de ce milieu? Alors, on peut parler de plus de 3000 variétés de cacao. 3000? Il y a 4 grandes familles qui sont connues, essentiellement. Donc, le criollo, qui est très recherché, qui est très rare, qui veut dire créole, tout simplement. D'accord. Donc, c'est plutôt américain? C'est plutôt sur le continent américain? Effectivement, Amérique latine, qu'on trouve au bassin amazonien, parce que ses sources sont dans le bassin amazonien. Il y a le forastero, qui est un peu le plus rustre, le plus robuste, qui est le plus... fort, et puis moins noble, moins fin, moins aromatique, mais le plus résistant. Et il y a le Trinitario qui est un peu l'hybride des deux, et National qui est un peu la marque de fabrique de l'Équateur, mais c'est juste une autre variété de Criollo. Mais donc il y a ces grandes familles, mais c'est exactement le même jargon que le vin. On a exactement presque la même roue aromatique que le vin. On est autour de 500 notes aromatiques, et on parle de fermentation, comme dans le vin. Ça va bien ensemble d'ailleurs, hein, le chocolat noir et le vin. Exactement. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour boire avec du vin rouge, par exemple? Oula, quel vin rouge? Il y en a tellement, quel cépage? Un Bordeaux, un Cabernet Sauvignon classique. Un Cabernet Sauvignon classique, un chocolat du Pérou, de Piura Blanco.
Ouais, ça peut être bien parce qu'il a des notes très fraîches qui peut compenser un petit peu. Ouais. Et pour la peine, tu nous as amené quelques chocolats issus de ta boutique. Alors Oui. ça, on ne va pas l'ouvrir, hein, on ne va pas déguster devant. Mais tu fais toutes sortes de chocolats dans tes boutiques pour les fêtes. Tu proposes des choses particulières, originales en ce moment. Exactement. On est surtout spécialisé dans les tablettes bean to bar, ce qu'on appelle donc de la fève à la tablette. On Ouais. reçoit les fèves de différents pays, on les transforme sur place, rue Fondodège, et on fait des tablettes et des napolitains. Ce sont des petits carrés qui se consomment facilement avec le café. Après, on a sorti un produit solidaire qu'on a appelé les nénés. Les nénés. Voilà. Donc ça marche par deux, c'est ça? Off comme on veut, par deux, tout seul. En fait, c'est un produit dont on réserve une partie de la vente pour une cause, Ouais. pour une association. Donc, c'est les 3 premiers mois, c'est pour une association qui crée des coussins de mastectomie pour les gens qui ont subi une mastectomie, pardon. Et après, donc tous les 3 mois, on change d'association. Et voilà, donc ce qui est classique et ce qui marche bien pour les fêtes, c'est les bonbons au chocolat et puis après les produits gourmands comme les pâtes à tartiner. Bon, Asna, en termes de rebond, pour recentrer sur le thème de ce webinaire, après le premier confinement, ça a explosé. Le rebond a dû être extrêmement important. Tu as dû vendre énormément pendant l'été, notamment avant le deuxième confinement. Oui et non. Pourquoi? Parce que le chocolatier et le chocolat, c'est un produit saisonnier. On travaille à Pâques, on travaille énormément à Noël. Et entre les deux, il y a les touristes. Il faut savoir qu'à Bordeaux, on a perdu 70% de la fréquentation touristique au centre-ville. Donc, on a quand même travaillé parce qu'on a un site internet qu'on compense. Donc, on va pas se plaindre parce que c'est pas le même problème que les restaurateurs, les traiteurs. Mais disons que le désert, qu'on appelle, moi j'appelle ça comme ça, le désert entre mai et septembre, on l'a pas trop senti quand même, mais malgré tout, c'est pas l'explosion. Bon, pas Par d'explosion. contre, j'ai une histoire par rapport au rebond qui dirige un petit peu ma vie. C'est l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire du fermier et son fils. Allez. C'était juste avant la guerre. Les voisins l'observent bien. Il avait un cheval qui l'aidait pour travailler dans les champs qui mord. Les voisins qui lui disent « Ah, mais c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ?» Il dit « Mais lui, il dit mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Je vous dirai peut-être après. » Son fils se blesse justement en remplaçant le cheval. Les voisins viennent voir « Ah, quelle mauvaise nouvelle encore ?» Il dit « Mais mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je vous dirai. Je ne sais pas. » Et puis, la guerre se prépare. On vient chercher les jeunes. Comme son fils est blessé, il ne va pas en guerre. Donc en fait, ce qui nous arrive de mal aujourd'hui peut conditionner quelque chose de meilleur après. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, à mon avis. C'est vrai que sur le coup, sans recul, c'est très difficile de prendre les choses. On perd un travail. C'est très difficile. Parce que quand on gère une famille, quand on ne sait pas comment vivre le lendemain et tout, c'est hyper compliqué. Mais après, il faut garder en esprit, parce que je l'ai vécu personnellement. Des moments où on se dit, mais c'est impossible, comment je vais faire pour m'en sortir ? Et quand on voit que s'il n'y avait pas eu ce mauvais truc, ce mauvais pas, ce mauvais moment, je ne serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Ah ouais. Et pour les sportifs, j'imagine que c'est pareil. Exactement on a parlé pareil. un petit peu de blessures tout à l'heure. Rémi, après une échec, voilà une nouvelle question qui nous parvient. N'hésitez pas à nous poser vos questions pendant ce webinaire. Rémi, après un échec sportif comme une non-sélection en équipe de France, par exemple, est-ce qu'on remet en question les sacrifices que l'on a fait? Comment on rebondit après ça, après avoir un peu digéré la déception? Mais la remise en question, elle fait quand même partie de notre quotidien, que ce soit après un échec ou une réussite. Voilà, l'exemple de ce week-end, pour ne pas revenir dessus, mais le Racing est venu gagner. Je pense que déjà, dans le train du retour, ils se sont déjà projetés sur leur future rencontre en se disant qu'est-ce qui n'a pas marché ce week-end? Ok, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer pour être sans cesse dans la recherche d'être meilleur et s'améliorer? Donc la remise en question, elle est quand même assez quotidienne. Mais c'est vrai qu'après un échec cuisant, il y a une petite période où, selon les caractères, on peut facilement baisser les bras. Et moi, je pense que de connaître les règles du jeu avant, ça permet d'accepter plus facilement. Nous, on vit notre passion, c'est quelque chose de fantastique, mais on sait que ça passe aussi par des moments compliqués, comme les blessures, comme les échecs. Mais ça fait partie du jeu, on connaît les règles avant. Et donc, une fois que ça arrive, malgré la déception, malgré la tristesse, malgré la colère, malgré tout un tas de sentiments, on l'accepte plus facilement puisqu'on savait que ça allait venir un jour ou l'autre. Donc déjà, un gros pas vers le rebond est fait et nous permet de basculer très vite sur des choses plus positives. Bon, Maxime, il a parlé du train retour vers Paris. Tu es d'accord avec Rémi? Vous étiez déjà focalisé sur la Coupe d'Europe. Il y a pas eu quand même un moment de satisfaction. C'est difficile de gagner à Bordeaux. Ça faisait 17 matchs d'affilée, je crois, où l'UBB Urios n'avait pas perdu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le train retour alors?
Mais c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, on est obligé de se remettre en question et de passer au week-end d'après. La préparation a commencé voilà, on a peut-être peut-être un jour, le lendemain, où on est satisfait, on a le travail bien fait, mais on arrive le lundi, on repart à l'entraînement et on oublie un peu tout ce qui s'est bien passé pour passer au match suivant. Et parce que d'un week-end à l'autre, la vérité ne sera pas la même et peut-être qu'on a été performant dans certains secteurs contre Bordeaux, mais il faut continuer à le travailler. Et je suis d'accord avec Asna aussi, il y a toujours une opportunité dans un échec ou dans quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un truc où l'on peut trouver. Moi, par exemple, pendant le confinement, voilà, s'il n'y avait pas eu cet arrêt, peut-être que j'aurais moins pensé à mon après-carrière, mais ça m'a fait poser des questions par rapport à ce que j'allais faire après le rugby. Et alors que quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la saison, on ne pense pas à tout ça. On se dit, bon, tout va bien, la vie est belle, on joue au rugby. Mais voilà, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on pense à l'après et on se pose d'autres questions. Et je pense que c'est bien, ça me permet de me préparer. Maxime, justement, tu parles de l'après-carrière. Quand est-ce que tu prends le train retour pour Bordeaux? Malheureusement, j'aurais aimé un jour peut-être l'opportunité si ça se présente, mais voilà, je pense qu'elle est passée cette opportunité. Je suis maintenant depuis 9 saisons, la 10e saison au Racing. J'aimerais finir ici, j'aimerais finir au Racing parce que c'est un grand club et je me sens très bien avec ma famille. Donc voilà, malheureusement, comme je dis encore, peut-être un jour revenir dans d'autres fonctions ou on ne sait pas parce que je suis très attaché, que ce soit au Stade Bordelais ou à l'UBB. Voilà, mais j'ai toute ma famille, mais voilà, j'ai fait ma vie et presque toute ma carrière au Racing 92 et j'en suis très heureux là où je suis. Bon, très bien, je comprends. Alors, sans être lourd, je vais quand même donner une petite information. C'est que tu passes des diplômes, tu prépares ton après-carrière en préparant une formation actuellement. On peut dire ce que c'est, c'est pas secret. Tu peux nous expliquer sur quoi tu te formes actuellement? Oui, je sais qu'il me reste encore 2 saisons de contrat et j'essaie pendant ces années de me former parce que d'anticiper un peu cette après-carrière, même si j'ai la volonté de jouer tard, de jouer le plus tard possible parce que on est des privilégiés et je pense qu'on a la chance de jouer au rugby, donc pourquoi pas le faire durer. Après, voilà, pendant le confinement, justement, j'ai pensé à quelle formation, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser pour l'après, parce que quand ça s'arrête, il faut être prêt. Et même si, avec l'expérience de beaucoup de joueurs, on n'est jamais prêt à arrêter une carrière de sportif de haut niveau parce qu'on a tellement d'adrénaline, tellement de choses qui sont énormes que ça peut être difficile. Mais je passe un BPGEPS d'activité de la forme, de préparation physique, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, un domaine qui me passionne. Donc on verra. Mais voilà, essayer d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour choisir aussi après ma carrière. C'est un premier diplôme et j'espère en acquérir au moins un par année. Préparateur physique, voilà peut-être le futur, le rebond après carrière de Maxime. Rémi, toi, ça commence à se savoir maintenant, c'est plutôt le vin, hein, l'après-carrière. Le rebond, il est plutôt viticole. Raconte-nous, puisque tu étais à Clermont, tu es venu à Bordeaux aussi pour te rapprocher d'une région encore plus viticole. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de vin vers Clermont, les Côtes d'Auvergne, c'est très bon, c'est très frais. Mais raconte-nous un petit peu ce rebond d'après-carrière pour toi, qu'est-ce que ça va être ? Le rebond après-carrière que j'essaie d'anticiper au mieux, c'est dans la production de vin. Voilà, Max a parlé de passion. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre de notre passion. Et si on arrive à continuer dans notre seconde vie à vivre d'une seconde passion, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est le vin. Tout ce qui touche au vin, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la production de vin. Donc, j'ai envie d'être vigneron dans mes années de retraite sportive. Bon, il y a peut-être des associations à faire, des créations à faire également de chocolat adapté au vin. C'est possible ça? Tu peux créer à Snad des chocolats par rapport à des vins particuliers? C'est fait. J'ai même breveté une recette de ganache à partir ganache au vin, puisque c'est un procédé qui est assez délicat et très difficile. On peut en faire pour en consommer rapidement, mais pour la garder façon ganache chocolatière, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que ça nous a pris un peu de temps avant de la mettre en place. Et donc on a sorti un premier coffret qu'on a appelé Un instant à Bordeaux, donc avec plusieurs châteaux, notamment Léoville-Poix-Ferré, Marquis de Termes et Pédesclos. Tiens, Pédesclos, oui, ça te parle, voilà. Maxime? Donc
Donc voilà, et après, donc, il y a un autre qui arrive, Saint-Émilion, Fronsac. Voilà. Bon, alors c'est pas la famille Macheneau qui a le château Pédesclos, mais plutôt Lorenzetti. Lorenzetti. Voilà, je pensais que je faisais référence à Oui. Maxime Macheneau. C'est pas exactement pareil. Il me semble, Rémi, que Christophe Furios, quand il était à Castres, il travaillait dans le vin où il avait une exploitation. Tu discutes vin avec lui ? Alors non, on discute très peu. Je pense c'est volontaire de sa part pour quand même garder des relations professionnelles, même si on s'entend quand même très bien au quotidien. Mais je pense que si on se met à discuter vin, on en a pour des heures, entre deux passionnés. Et surtout, aujourd'hui, c'est mon coach et je suis rugbyman. Donc voilà. Mais par contre, je sais que c'est quelqu'un avec qui j'aurai plaisir d'échanger là-dessus plus tard. Et aujourd'hui, il a fait l'acquisition d'un domaine en Minervois, Château Pépusque, que j'ai eu l'occasion de goûter. Et puis c'est marrant parce que c'est là où il a un petit peu grandi. Son père travaillait pour ce domaine quand il était gamin. Et quand il s'est mis à la recherche de vignes vers chez lui, ce château-là est à la vente. Donc ça fait partie aussi peut-être des rebonds de la vie. Et voilà, c'est lui qui a remporté la mise et qui va continuer à perpétuer ce qu'il a connu gamin. Ouais. Il vient de l'Aude, c'est un Audois vers Carcassonne, effectivement, Christophe. Christophe Furios, qui l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, avait fait un article, peut-être un sujet télé il y a 2 ans, sur le fait d'élever un vin qui était assez similaire à élever, entre guillemets, une bonne équipe de rugby. Tu es d'accord avec ça, toi qui commences à être spécialiste du vin, Rémi ? Oui, ça s'apparente beaucoup. Là aussi, il n'y a pas de hasard dans mes deux passions. C'est que pour moi, un millésime, ça se regroupe très bien avec une saison de rugby, avec ses hauts, ses bas, avec son travail d'équipe, avec ses conditions climatiques, avec tout ça. Et l'élevage du vin est une étape plutôt particulière, mais ça peut s'apparenter facilement à la construction d'un groupe et toujours dans l'optique d'aller chercher des objectifs communs. Je trouve le parallèle assez sympa. Ouais. Bon, allez, dernière question sur le vin. On est un peu trop sur le Stade Bordelais Wine Club. Ça reste Business Club. Une dernière question pour Maxime. Donc, tu as un président qui a plusieurs propriétés viticoles. Tu parles un petit peu de vin. Est-ce que ça t'intéresse, le vin, également ? Forcément, à parler de ta manière de Jackie Lorenzetti, je ne connais pas, mais c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'il a acquis avec le Château Pédesclos, qu'il a tout refait. Il en a Douy et Château d'Isson. Donc, voilà. On a la chance de temps en temps, aux réceptions d'après-match, malheureusement il n'y en a plus en ce moment, mais de goûter son vin. Et il nous dit aussi quand les années sont bonnes ou quand il faut en acheter. Voilà, on a la chance, il nous conseille en tout cas sur ce qu'il faut boire ou pas. Après, pour lui, toutes les années sont bonnes, parce que forcément, il essaie de voir, mais il nous dit qu'à tous les ans, il nous dit que c'est une année exceptionnelle. Donc voilà. Oui, cela dit, en termes de vin... Et aussi pour lui, avec le vin, avec l'aréna et les concerts, ça a été une année très difficile, mais moi, j'admire cet homme parce qu'il n'est jamais abattu et il va toujours de l'avant. Donc ça, il nous transmet un peu ça aussi. Maxime, s'il y a des phases finales, vous n'allez pas revenir au stade Yves du Manoir à cause des répétitions de Mylène Farmer cette fois, c'est prévu ici ? C'est possible, mais en tout cas, on en est conscient, on sait que la priorité, c'est les concerts. Donc, quand au départ, tout est clair, il n'y a aucun problème et on savait qu'on avait le risque de jouer, même si ce n'est pas un risque, parce que c'est toujours sympa de retourner à Colombes, et surtout l'été, parce que l'hiver, c'est moins bien, mais voilà, c'est un risque de délocaliser un peu les matchs à cause des concerts. De mémoire, c'était un match de barrage et je crois que vous aviez perdu contre La Rochelle. Exactement, c'était pas à cause du stade, c'était à cause de nous. Ça s'était joué, oui, c'était ric-rac. Asna, on parle de millésime d'année, c'est pareil pour le chocolat ? Et on parle de récolte, donc oui, millésime, mais on ne peut pas faire vieillir un chocolat. Il peut perdre ses qualités organoleptiques. Pour un chocolat noir, 15 mois, c'est le maximum. Nous, on privilégie les récoltes, les récentes récoltes. Là, par exemple, c'est 2019. Il y a 2 récoltes par an, contrairement au raisin. Donc, mais le goût change d'une année sur l'autre ? Oui, clairement. Oui, on peut trouver des différences selon les années, mais il y a un facteur qui est identique, qui est une signature de la plantation ou de l'origine qu'on trouve quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans une bouteille, il y a un mélange de cépages, il y a un assemblage. On peut le trouver dans le chocolat, chez certains chocolatiers. Chez nous, on privilégie une monovariété dans chaque tablette.
Alors, on voit les tablettes. Oui. Ça, c'est la pâte à tartiner, mais elle est verte? Oui, non elle est verte Qu'est-ce que parce c'est que c'est de la pistache de Bronte avec de l'huile d'olive du Maroc. D'accord. Ah oui, mélange audacieux. Oui. La pistache. Donc, c'est pas une pâte à tartiner de chocolat. Si, il y a du chocolat, c'est ce qui sert de liant, mais c'est l'unique exception, c'est du chocolat blanc. C'est parce que si je mets du chocolat noir, ça cacherait énormément le goût de la pistache qui est très délicat et minéral, et l'huile d'olive aussi. Mais bon, l'huile d'olive, elle est là juste texturante, et il faut pas avoir peur. On va pas boire de l'huile d'olive, mais c'est assez sympa. Bon, chocolat. Alors, Rémi, Maxime, on va parler des fêtes qui arrivent maintenant, hein, parce qu'après les 2 week-ends de Coupe d'Europe, on revient au championnat. Il y a une dernière journée que Canal appelle le Boxing Day, hein, c'est le 27 décembre. Vous, c'est ceinture, vous n'avez pas le droit de faire d'excès, vous ne pouvez pas depuis déjà 4-5 ans maintenant. Maxime, tiens, puisqu'on te voit à l'écran. Et c'est au risque du joueur de se blesser, malheureusement, parce que voilà, on connaît que c'est pas très compatible, l'alcool, le sport de haut niveau ou même la malbouffe, entre guillemets. Donc voilà, il y a toujours, on en a le droit, on ne nous interdit pas, mais il faut être raisonnable et il faut savoir ce qu'on veut aussi. Si on veut être performant le week-end, il y en a qui arrivent à faire les deux. Je sais pas, moi, c'est pas mon cas, mais voilà, je pense que chacun doit être responsable de ses actes. Après, l'entraîneur ne viendra pas voir chez chacun de nous si on boit du champagne ou du vin à outrance. Voilà. Ouais, c'est personnel. Rémi, pendant les fêtes, toi, tu vas abuser un petit peu de vin. Enfin, abuser, tu vas prendre un petit peu de vin. Chocolat, tu t'autorises, je sais pas, 50-60% ou pas? Oui, je m'autorise. Après, j'ai un morphotype assez compliqué pour ces choses-là, parce que j'ai tendance à prendre assez facilement, et puis je suis très gourmand. J'en ai besoin pour la tête aussi. Donc, effectivement, c'est des périodes un peu plus compliquées pour moi à gérer. Mais comme l'a dit Maxime, le tout, c'est de trouver un équilibre et puis de se sentir bien sur le terrain, et que surtout, nos actes n'impactent pas après notre performance sportive. Bon, Asna, en ce qui concerne l'avenir à court terme, on est dans un confinement encore officiellement. Pour les entreprises, pour la tienne, comment tu vois le futur? Est-ce que ça t'a permis de trouver des choses positives pour le futur, ce qui se passe en ce moment? Oui, je vois qu'effectivement, le fait d'avoir maintenu un site internet et de ne pas l'avoir supprimé, parce qu'il y a eu des doutes pendant une période, et c'était une très très bonne décision. Oui, je sais, je suis très positive parce que j'ai pu compter sur un panel de clientèle qui nous a soutenus. En revanche, oui, effectivement, pour l'année prochaine, tout se joue ici maintenant pour nous, en décembre. Donc, niveau économique pour niveau l'année. économique pour tous les chocolatiers. Le mois de décembre est vraiment très très important. Du coup, là, ça s'annonce très bien. Donc, je peux dire que l'année prochaine va être bien pour nous. Ça ne peut être que mieux que ce qui s'est passé cette année. Donc, sincèrement, j'ai espoir. On n'a pas abordé, Maxime et Rémi, l'aspect public encore. Vous jouez dans des stades vides. Alors, vous jouez au moins par rapport au rugbyman amateur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais est-ce que ça a une influence sur votre qualité de jeu? J'ai eu la malchance, entre guillemets, de commenter les deux derniers déplacements du Racing. Maxime, c'était à La Rochelle, 9-6. C'était à l'UBB, match assez fermé. Et je me suis demandé si ça pouvait être aussi à cause du manque du public, la froideur du stade vide, que les performances pouvaient s'en ressentir. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas sûr. Je pense que dans ces 2 matchs, c'était les conditions climatiques qui ne permettaient pas de produire les moments de jeu et que voilà, c'était des matchs très fermés. Nous, on peut le voir à l'Arena, contrairement dans des conditions idéales. On a pu marquer des essais. Ça a été très, très bizarre au début, surtout de jouer une finale de Coupe d'Europe. On a eu la chance de jouer une finale de Coupe d'Europe à huis clos. C'était la première fois qu'on jouait à huis clos. C'était forcément très étrange et un peu triste. Donc, malheureusement, on s'habitue. Je ne pense pas que ça... Parce qu'on commence à être préparé à ça. Donc, je ne suis pas sûr. Et alors, on sait que c'est télévisé aussi. Donc, inconsciemment, on est focalisé. Et forcément, on préfère quand il y a du public, quand les stades sont pleins. Mais on est tellement focalisé sur notre performance sur le terrain que ça peut un peu, sur certaines personnes peut-être. Personnellement, je suis habitué maintenant à jouer sans public et voilà, on reste professionnel et ça n'altère pas notre niveau de performance, je pense. Et Rémi, toi, il te tarde le retour du public ou ça te convient très bien, tu t'habitues et on s'adapte? Oui, on s'adapte forcément. Après, bien sûr, qui nous tarde.
Mais on a quand même une mission assez particulière en ce moment. On est un sport, on fait partie du secteur du divertissement. Les gens ne peuvent plus se déplacer au stade, mais comme l'a dit Max, sont la plupart devant leur télé à nous supporter. Donc si on peut être leur rayon de soleil un peu du week-end, bon, pas avec des matchs comme on a fait ce week-end parce qu'ils n'ont pas dû se régaler, mais tu vois, leur apporter un petit peu de divertissement, de réconfort dans ce contexte particulier. C'est aussi une mission qu'on a nous et donc ça doit nous permettre de faire abstraction de l'absence de public. Tu as regardé la météo à Northampton pour vendredi? Ouais, j'en suis dégoûté. Ça va pas être très joli. S'il y en a certains qui ont des cadeaux de Noël à faire vendredi, allez les faire et ne regardez pas l'UBB jouer. Il faut pas dire ça. Rémi, l'UBB, un dernier mot sportif. L'UBB joue à fond la Coupe d'Europe. Vous faites des impasses. Les cadres restent à la maison. Comment ça va se passer là pour ce week-end? Non, bien sûr que non, on ne fait pas d'impasse. Aujourd'hui, les effectifs sont construits de façon à ce que tu puisses bien figurer dans les deux compétitions. On s'est donné les moyens de se qualifier avec la saison qu'on a fait l'an dernier. Pour nous, c'est un petit peu la seule récompense qu'on aura, quoi, hein, puisque la saison s'est arrêtée, vu qu'il n'y a pas eu de phase finale, etc. Donc, on a vraiment envie de la jouer à fond, notamment sur ce nouveau format qui est très, très court et qui pourrait éventuellement permettre à des équipes comme l'UBB qui ont moins d'expérience que certaines, d'avoir cette chance de passer furtivement entre les gouttes, quoi. Merci Rémi. Asna, le format dont il parle, c'est qu'on divise par 2 les matchs. C'est une poule de 4, mais on joue une seule fois les équipes. Okay. Une fois à domicile ou extérieur, une fois. Voilà, il y a 3 matchs seulement sur la première phase et ensuite on passe à la phase finale. Parce que je sentais dans ta pupille que tu te demandais ce qu'était cette nouvelle Coupe d'Europe. Sur le management, pour tous les entrepreneurs qui nous regardent ici sur ce webinaire du Stade Bordelais Business Club, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour sortir du marasme et rebondir? Je ne vais pas rajouter une énième, rester positif, mais même s'il le faut, mettre la main à la pâte. Des fois, de temps en temps, il faut sortir un peu pour voir en général. On se pose un petit peu. On ne court pas juste comme ça en panique, parce que c'est la pire des choses à faire. C'est là où on prend les mauvaises décisions. Donc vraiment prendre du recul, se poser, se dire allez, on va perdre. On va perdre des choses, de toute façon, on ne va pas en sortir indemne tous, mais on va essayer de ralentir un petit peu et d'amortir le choc sur les pertes. J'ai de la chance, c'est comme une équipe, j'ai une équipe qui est géniale, sur qui je peux compter, je leur fais confiance à 200%. Donc ça m'aide beaucoup en tant que chef d'entreprise. Donc si je parle de management, il est hyper facile de ce point de vue-là. J'ai pas tellement d'efforts à faire, mais quand on n'a pas une très bonne équipe, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut anticiper dès le départ, avoir une très bonne équipe. Je pense que ça ne remplace pas le destin. C'est important. On sent toute la vie, la vivacité, la volonté d'Asna. Il nous reste encore quelques minutes dans ce webinaire. Maxime, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour l'année 2021, maintenant, avec tous les événements de 2020 ? C'est vrai que ça a été une année difficile. Après, j'ai eu la chance d'avoir la naissance de mon troisième garçon aussi en 2020, mais tout n'a pas été noir. C'est vrai que ça a été une année compliquée pour le sport en général. C'est vrai qu'on va voir que surtout, je pense que ce qui va être dur, c'est de voir la suite. Comment ce sport qui a pris quelque chose de difficile dans le visage va pouvoir se relever ou va pouvoir continuer à grandir. Ça va être difficile pour beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs aussi. Moi, juste du bonheur, d'être heureux tout simplement. Forcément de gagner peut-être un titre cette année, mais on est tellement nombreux maintenant à vouloir gagner un titre que ça va être difficile, mais on travaille tous les jours pour et surtout d'être heureux. Tu sens le recul du trentenaire là. Là, on n'est pas avec un jeu d'eau, on n'est pas avec un espoir, enfin espoir dans le sens où un garçon de moins de 23 ans, on va dire. Tiens, les jeunes justement, alors le Stade Bordelais, le Racing au Plessis-Robinson, à l'UBB, il y a d'excellentes écoles de rugby. Rémi, pour les jeunes, c'est terrible en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer de matchs. Tous les clubs ne peuvent pas reprendre en ce moment. Comment ils peuvent rebondir? Comment t'imagines que les jeunes peuvent se projeter, vous garder comme modèle et surtout reprendre leur activité de sport de haut niveau, en tout cas de rugby? Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous, mais effectivement, on est impacté, mais les plus impactés sont les jeunes, les amateurs qui, eux, justement, n'ont pas
ce défouloir ne peuvent pas pratiquer leur passion. Donc, pour eux, le rebond, je pense, sera bien plus compliqué et bien plus long à se mettre en place. Mais effectivement, c'est là qu'on voit la nécessité d'avoir plusieurs centres d'intérêt, d'avoir un équilibre familial, avoir des passions en dehors que le rugby, vivre rugby, manger rugby. Je pense qu'on l'a été, Max et moi, gamins, et on a eu la chance de s'en sortir. Mais effectivement, si tu as d'autres choses à côté qui te permettent de vibrer dans cette période compliquée, ça aide à faire passer un peu la pilule. Maxime, au Plessis-Robinson, sur ces superbes installations du Racing, ils jouent les jeunes, ils s'entraînent normalement, tu les croises? Ils ont quel état d'esprit? Tu les sens abattus, tu les sens positifs? C'était très difficile aussi pour les jeunes. C'est vrai que le centre de formation a été arrêté, ils n'ont pas joué depuis très très longtemps. Nous, on avait les espoirs qui s'entraînaient énormément avec nous, mais la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire les matchs, ils n'avaient pas ça en fin de semaine et c'était terrible. Après, mon fils moi, a repris l'école de rugby il y a 2 semaines, donc c'était le plus heureux. Et forcément, on espère que cette période va pouvoir s'arrêter et que la vie, entre guillemets, reprendra son cours normal, même si ça va être difficile pour pas mal de secteurs. Toi, Maxime, la Coupe d'Europe, elle commence dimanche. C'est bien ça. Tu peux nous rappeler les 2 clubs que vous jouez dans les 2 semaines à venir et comment le Racing prend cette compétition aussi? Oui, c'est vrai que d'habitude, on se dit que c'est un sprint, cette compétition. Tous les ans, il n'y a que 6 matchs et le moindre match perdu, c'est quasiment éliminatoire. Alors là, avec seulement 4 matchs, dont nous, on a 2 matchs contre le Harlequins et 2 matchs contre le Connacht, qui est une équipe irlandaise pas facile à manœuvrer. Alors, on commence par cette réception face aux Irlandais. Pas le droit à l'erreur, c'est un sprint de 50 mètres et si tu dois aller le plus vite, c'est comme ça. Donc, tous les points sont bons à prendre aussi parce qu'on a pu voir que même en gagnant les 4 matchs, une équipe qui gagne par exemple 3 matchs avec le bonus et un match nul ou un match perdu avec les bonus offensifs et défensifs, ils sont devant nous. Donc voilà, tous les points vont compter, c'est un sprint, quoi. Et nous, on court après cette compétition depuis maintenant 5-6 ans. Et on espère encore une fois aller le plus loin possible, mais on connaît la difficulté de cette compétition. L'équipe du Racing qui commence dimanche à domicile. Rémi, en ce qui concerne toi, après la Coupe d'Europe, retour au championnat, c'est du très solide. Parce que de mémoire, c'est déplacement à Toulouse le 27 décembre, réception du RCT le 2 janvier. Bonne année à tous. Comment tu les vois ces 2 matchs? Parce que là, Christophe Furios, d'ailleurs, il a dû être fou furieux le lendemain du match. Enfin, fou furieux. Il a dû parler fort. Ouais, non, il s'assagit. Il s'apaise un peu comme le bon vin. Hein. Il est très différent du manager que j'ai eu la chance de croiser à Castres il y a maintenant 5 ans. Et les discours d'après-match, d'après-défaite sont quand même bien plus posés et bien plus réfléchis. C'est souvent la vidéo du lundi matin qui pique. Donc, je t'avoue que hier, c'était pas la joie au centre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous permet aussi de grandir et d'essayer d'apprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, j'imagine sur la vidéo, une bonne séquence sur la petite erreur défensive sur l'essai de Teddy Thomas, notamment. Oui, après, bon, là, sur le coup, l'action est très bien jouée. On connaît la classe de Teddy. Mais c'était plus sur des faits de match un peu différents où on a manqué énormément de recul au niveau de la stratégie et de maîtrise dans notre jeu. Bon, le sous-titre de ce que vient de dire Rémi pour les spécialistes, c'est « On a eu un jeu au pied de C'est un peu ce que ça veut dire. Il n'y a pas que le jeu au pied, ça serait leur remettre la faute qu'à la charnière et on les a vraiment pas aidés. Mais c'est vrai que dans l'occupation, on a beaucoup de progrès à faire et on doit s'inspirer des plus grands, dont le Racing qui le joue à la perfection. Bon, ce serait bien que la prochaine fois qu'on fait en visu, un Stade Bordelais Business Club, tu viennes avec Asna et on essaye de faire une séance où on mixe les deux, le chocolat, et que tu nous fasses découvrir du bon vin. Parce que les étiquettes derrière dont tu parles, qu'on ne connaît pas, on adorerait les découvrir. Donc, avec plaisir. Asna, on rappelle ce que tu proposes, tes 2 magasins qui sont ouverts pour les fêtes, parce qu'on aura tous envie et besoin de chocolat là, dans les jours qui viennent. Donc on a un magasin qui est ouvert rue de la Vieille Tour, c'est uniquement la vente. C'est derrière Place Gambetta.
Voilà, oui. Et un autre qu'on a appelé la fèverie, puisque c'est là-bas où on fabrique à partir de la fève. Et il y a aussi un petit point de vente, rue Fondodège. Et c'est ouvert toute la semaine. Alors, encore un autre point pour rebondir. On a ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 20h. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Donc, on s'est dit, tout le mois de novembre, beaucoup de gens n'ont pas pu venir. Donc, on a vu la fréquentation baisser énormément. Et comme on est magasin alimentaire, donc on avait l'obligation d'ouvrir, on s'est dit, ces gens-là qui n'ont pas pu venir en novembre, on va pouvoir les récupérer en décembre, mais on va leur laisser une amplitude horaire assez vaste et confortable pour qu'ils puissent venir quand ils veulent. Et la pâte à tartiner à la pistache que reluque Maxime Machenaud, tu vas lui livrer comment alors comment ça va se passer? C'est facile, par colis. Non, mais tu fais des livraisons sur la France entière aussi. France entière, États-Unis, Angleterre, Hollande, partout dans le monde. Bon, très bien. Vous avez compris, messieurs, ce qu'il vous reste à faire. C'est pour des cadeaux, c'est pas pour vous, attention. Pour faire des cadeaux, il y a vraiment une palette assez exceptionnelle. Bien voilà, on s'approche de la fin de ce webinaire du Stade Bordelais Business Club. Merci beaucoup. Tu vas enfin pouvoir rentrer chez toi, Maxime, parce qu'on rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours de route que c'est une journée très longue pour Maxime Machenaud. Il est au Plessis, il est dans une salle du centre d'entraînement. C'est bien ça, Maxime, tu es bien dans une salle du club? Une salle de réunion du club, ouais. On a la chance aussi d'avoir les bureaux du président de toute sa holding. Donc voilà, je suis encore au club, mais la journée n'est pas finie parce que j'arrive, j'ai trois enfants qui m'attendent aussi. Donc, oui, effectivement. Jusqu'à 20h30, elle est bien. À l'entrée du club, il y a toujours des photos des propriétés, les bouteilles des propriétés de Jackie Lorenzetti. Oui, toujours. Ah, c'est chouette ça. Présent, ouais. Ouais, super installation. En tout cas, merci Maxime d'avoir été avec nous en direct pendant 1 heure pour ce webinaire avec le Stade Bordelais. Pour le Business Club, vous allez voir affiché à l'écran l'email du Stade Bordelais pour éventuellement de futurs sponsors si vous êtes intéressés pour bien faciliter la vie du président Pierre Castelli, de Jean-Stéphane Cantero pour ces webinaires, cette communication et tout ce Business Club. Rémi, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On a posé la question à Maxime tout à l'heure pour cette année 2021 et pour les mois à venir. Ce que tu peux me souhaiter, c'est que la prochain webinaire, Max, tu sois dans une salle où il y a les combines du Racing, tu vois, affichées derrière toi. Je peux prendre 2 photos et puis j'enverrai le match pour préparer le match retour. La bonne recette qui va bien. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Rémi Lamera, Maxime Machenaud, Asna Ferreira. Merci à vous. Le mot de la fin, évidemment, pour Asna. C'était le rebond, c'était une émission sur la résilience. Toi, tu es resté très, très positive pour tous les Bordelais, pour tous les chefs d'entreprise. Un dernier petit mot. Elle sera 10 000 fois meilleure l'année prochaine parce qu'on l'aura voulu, parce qu'on l'aura attendu. Et je crois énormément en l'être humain. Je crois énormément dans notre côté positif et ça va bien se passer. Merci Asna, ça m'a donné envie de manger du chocolat, cette affaire surtout. Razia, merci à Emmanuel Juilly pour Ellipse Événement, qui est derrière, c'est un peu le Fred Godard du Stade Bordelais. Regardez, il est en train de réaliser derrière. Merci à Paul, merci à Simon, Jean-Stéphane, à Pierre évidemment. Merci au groupe E2V et au comptoir du marché, où nous vous avons accueillis ici sans toucher aux bouteilles pendant près d'1 heure. Voilà, c'était tout pour ce webinaire du Stade Bordelais Business Club. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous pouvez commencer l'apéro maintenant. À très bientôt. Au revoir.